La Pyrénéenne, situation kafkaïenne et désespoir des salariés. Rentrée 2013 et redécoupage de la carte scolaire à Toulouse. Acrobatie et jonglerie, les arts du cirque aux Arboulets. La Pyrénéenne n'a plus le temps d'attendre que la SNCF et RFF versent de l'argent sonnant et trébuchant. Le couperet tombera sur l'entreprise de travaux publics le 17 juillet prochain si rien n'est fait. Aujourd'hui, à Villeneuve-les-Boulocs, lieu où la Pyrénéenne a été créée en 1995, les visages étaient fermés, la colère sourdait. Si on n'a pas des nouvelles dès demain, je crois que la tension est en train de monter très fort. Voilà, et qu'il peut se passer des choses que je n'avais pas imaginées. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait des choses qui prennent des tournures et des proportions qui seraient ennuyeuses pour tout le monde. Voilà. On est tous au chômage technique, donc avec toutes ces conséquences, une baisse du salaire de 40% et à terme un licenciement pur et dur, quoi. RFF n'a pas répondu aujourd'hui à nos nombreuses demandes d'interview sur l'enlisement de la situation. Le 2 juillet dernier, les responsables de la Pyrénéenne ont rencontré un conseiller d'Arnaud Montebourg. Mais à part une écoute attentive, aucune décision positive ou négative n'a été prise. Les salariés sont solidaires de leur patron et contrairement à ce qui a pu être dit, ils ne veulent pas être rachetés par un grand groupe. Ils désirent garder un esprit de PME en local. Le ministère du redressement productif fera-t-il un geste dans ce sens? On le saura avant mardi prochain. Le maire de Toulouse, Pierre Cohen, le président de région Martin Malvy et le député Christophe Borgel reçus hier à Paris par le directeur général de Sanofi Monde. L'occasion pour Pierre Cohen de rappeler son incompréhension et son inquiétude après l'annonce de la future réorganisation de la recherche pharmaceutique de Sanofi. Réorganisation qui pourrait menacer de nombreux emplois au sein du laboratoire de recherche de Toulouse et ce, en plein développement de l'oncopole. Les 3 élus ont donc rappelé qu'ils resteraient très vigilants sur les décisions qui seront prises par la direction du groupe Sanofi. Cette dernière avance aujourd'hui comme seule explication pour désengorger le site toulousain que la ville rose ne figure pas, selon elle, parmi le peloton de tête des pôles d'innovation français. La rentrée 2013 marquera la fin d'une particularité historique à Toulouse, celle d'une ville où les 3 lycées les plus cotés, Fermat, Ozenne et Saint-Cernin, ici dans la zone blanche, ne voyaient pas leur effectif choisi uniquement selon l'adresse de résidence. Conséquence, beaucoup trop de demandes pour les places disponibles. La carte scolaire de l'année prochaine solutionne le problème. Chaque collège sera rattaché à un lycée. Par exemple, pour le lycée Fermat, ce seront les élèves habitant dans les secteurs des collèges Fermat et Pont-Jumeau qui poursuivront leurs études au lycée Fermat. La répercussion, ce sera d'1 à 2 classes de seconde en moins pour Fermat, Ozenne et Saint-Cernin et la création de filières générales à Déodat et Jolimont. La raison de ce redécoupage, c'est une recherche d'une plus grande équité. Mieux organiser la sectorisation de façon à ce qu'il y ait une réelle mixité dans les établissements scolaires et dans les lycées du centre-ville. Si vous venez de déménager pour intégrer le lycée de vos rêves et que l'adresse ne correspond pas de panique. Des dérogations restent possibles. Elles dépendent notamment des options choisies. Quant à la domiciliation factice, l'Académie considère le phénomène comme marginal. Certaines adresses risquent pourtant d'être particulièrement convoitées. La colère et l'inquiétude règnent au sein de la maison d'accueil spécialisée Concorde à Saint-Lys. Inauguré il y a peu, l'établissement d'accueil pour personnes handicapées déçoit les familles des résidents qui critiquent le manque de personnel et l'absence de projet de vie et d'activités à portée socialisante et intégratrice. Nous avons pu constater que sur les 10 premiers jours, ces jeunes adultes handicapés n'avaient aucune activité et on ne leur proposait rien si ce n'est les soins, le lit et manger. C'est surtout des personnes physiquement faibles et c'est les plus faibles de la société et pas que pour mon fils, pour tous, il ne faut pas les laisser dans des conditions pareilles. Une vie digne, c'est ce que demande une dizaine de familles qui attendent une réaction de la direction et de l'APEISAT, l'association des parents d'enfants handicapés d'Airbus, gestionnaire de l'établissement. Beaucoup de colère vis-à-vis de la direction et la présidence de l'APEISAT qui nous a vendu du rêve, qui nous a accueillis en nous disant que ça serait une structure neuve avec un personnel qui serait dévoué et qui pourrait occuper les journées des enfants et qui ne fait rien. Donc ils nous ont bien vendu du rêve. Un rêve qu'ils espèrent enfin voir réalisé puisque le directeur de l'établissement Charles Morzel aurait promis d'embaucher 8 personnes supplémentaires au cours du mois de juillet. Nouvelle exposition à la Fabrique urbaine de Toulouse. Après avoir pris ses quartiers au Mirail, la présentation de la reconstruction du campus universitaire s'installe près de Marengo. L'occasion de découvrir un projet capital pour le Mirail et ses étudiants.
Alors aujourd'hui, l'université, elle est dégradée, les bâtiments sont très vieux, ils ne sont pas confortables, ils ne sont pas fonctionnels. De surcroît, l'université est très mal indiquée. Lorsqu'on habite au centre-ville et qu'on veut se rendre à l'université en voiture, on ne connaît pas bien le chemin, c'est pas balisé. Et puis les relations physiques avec le quartier, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut, en sortant de l'université, accéder à des commerces, comment est-ce que les habitants du quartier peuvent accéder à l'université, tout cela n'est pas bien organisé. Engagée il y a une dizaine d'années, la reconstruction du campus s'accélère depuis qu'il s'insère dans le grand projet de ville, un projet qui cherche à désenclaver certains quartiers de Toulouse, dont fait partie le Mirail. Il doit y avoir de l'attractivité à la fois dans le centre-ville et à la fois dans les quartiers, et c'est ainsi que la ville fonctionnera mieux. Une ville qui fonctionne bien, c'est une ville où il y a un équilibre entre les différents quartiers. La fin des travaux est prévue à l'horizon 2017. L'exposition, quant à elle, se terminera le 13 juillet prochain. Point d'étape sur le renouvellement urbain du quartier de Bagatelle. Dans le cadre du grand projet de ville, 369 logements sur les 720 doivent être construits d'ici 2020 pour remplacer ceux des anciennes barres d'immeubles qui ont été démolies. Aujourd'hui, 532 ménages ont été relogés pour 770 logements détruits. En tout, 7 programmes immobiliers sont en cours ou prévus pour assurer 25% de logements neufs en 2015. Il s'agit d'attirer une nouvelle population au nom de la mixité sociale en passant de locataires à propriétaires. Avec ce prix, 2 000 € le mètre carré avec parking au lieu de 3 200 hors parking au centre-ville. L'accession à la propriété pour le prix d'un loyer, un T2 par exemple, se fait à moins de 100 000 €, soit 570 € par mois. Le maire espère ainsi faire baisser de 60 à 50% la part de logements sociaux. C'est un bond dans l'espace-temps que propose le bâtiment Eudream au CNRS. Il se veut à la pointe en matière d'énergie renouvelable. L'électricité y est générée par le solaire, la chaleur par la géothermie. Et au final, il produit plus d'énergie qu'il n'en dépense. Il répond 2 fois aux normes bâtiments basse consommation. Il se caractérise en fait par une possibilité de production photovoltaïque de 100 kW crête avec une partie qui est intégrée totalement au bâti. C'est une première en France et ce n'est pas la seule. Le bâtiment est truffé de capteurs pour optimiser la production d'énergie et apprendre à la dépenser le mieux possible. On utilise par exemple des capteurs de luminosité pour adapter l'éclairage en fonction de l'éclairage extérieur et ainsi utiliser l'éclairage naturel et le compenser par un éclairage adapté et donc moins consommateur. D'ici 10 ans, ces technologies pourraient arriver chez vous. Dans 10 ans de plus, ce sera peut-être le tour de ces robots d'assistance. Pour l'heure, objet d'étude des chercheurs. Nous expérimentons sur la problématique robotique et intelligence ambiante, c'est-à-dire le robot d'assistance qui coopère avec des capteurs, des réseaux de capteurs installés dans le bâtiment pour pouvoir réaliser des tâches de manière fiable et robuste. Moins encombrant que Goldorak, bien plus calme que Terminator, les robots du CNRS viendront par exemple en aide aux personnes dépendantes. C'est bien là tout l'écart entre le futur et la science-fiction. Chapiteaux dressés, des regards tournés vers le ciel, c'est sûr, la convention de jonglerie a pris ses quartiers jusqu'au 15 juillet sur le site du gymnase Les Argoulets. Jongleurs, acrobates et saltimbanques sont au rendez-vous. Nous avons 2 chapiteaux, une salle de spectacle. Là, on va accueillir un peu plus de 500 jongleurs. C'est un événement socio-culturel. On invite des enfants, on invite des familles, il y a des ateliers. C'est un événement sportif. En France, c'est le plus gros événement de jonglerie. Sans vouloir jongler sur les mots, l'acrobatie de cette organisation a été réalisée par l'association Par Hasard. L'association Par Hasard est née sur les bords de la Garonne, à la Prairie des Filtres, une rencontre entre des ingénieurs de l'ENSET, des jongleurs de l'université Paul Sabatier et les jongleurs. L'art de la jonglerie, c'est bien d'en parler, de le voir, c'est encore mieux, ce qui, pourquoi pas, pourra faire naître des vocations.